avril 1945. L'Allemagne nazie est sur le point de s'effondrer. Caché sous la ville, dans un bunker souterrain, se trouve Adolf Hitler, l'homme qui a plongé le monde dans 6 années de guerre totale. En jurant de faire du nazisme une puissance mondiale, Hitler a galvanisé tout un peuple, fasciné par sa vision d'un empire voué à régner 1000 ans. Ses armées ont dévasté près de 8 millions de kilomètres carrés en Europe et déclenché une guerre qui a tué 55 millions de personnes. Mais à présent, le monde d'Hitler se résume à quelques pièces étroites sous les ruines de Berlin. En surface, l'armée soviétique progresse dans la ville et resserre l'étau autour du chef nazi qu'elle traque sans relâche. Ce documentaire va vous faire pénétrer dans le bunker d'Hitler et vous raconter l'histoire secrète des derniers jours du Führer. Grâce à des entretiens incroyables, oubliés depuis presque 70 ans, nous entendrons le témoignage de ceux qui étaient présents le jour où Hitler est mort. Un officier d'état-major qui savait qu'admettre la défaite devant le Führer lui vaudrait la mort. Il voulait vivre. Il aimait le pouvoir comme un avare aime l'or. Une secrétaire qui a tapé les dernières volontés d'Hitler et son testament politique. Il prenait des médicaments et recevait des injections. Le chef des jeunesses hitlériennes, qui sera le premier à voir le cadavre du Führer. Le coup de feu avait rompu les veines de chaque côté de sa tête. Ces témoins présents dans le bunker d'Hitler ont été filmés juste après la Seconde Guerre mondiale. Leurs témoignages ont été archivés aux États-Unis et n'ont été redécouverts que récemment. Attendait-il que d'autres personnes se suicident avec lui? Oui, Eva Braun. Le bunker est devenu une morgue et ses occupants des cadavres ambulants. Aucun de ces témoins n'avait parlé auparavant devant une caméra. Leurs souvenirs nous ont permis de reconstituer en détail le bunker et les faits et gestes des personnes qui ont assisté à la chute du Troisième Reich et aux dernières heures d'Hitler. Avez-vous douté du fait qu'il allait mourir? Non, à aucun moment. Voici la toute dernière apparition publique d'Adolf Hitler. Les ultimes images sur lesquelles il apparaît. Cela fait alors 12 ans qu'il est le dirigeant de l'Allemagne nazie. Mais à cet instant, alors qu'il décore des garçons des jeunesses hitlériennes forcés à combattre, il n'est qu'à quelques jours de la défaite et de la mort. Les troupes d'Hitler, qui ont occupé quasiment toute l'Europe, sont désormais retranchées dans Berlin. La capitale allemande est encerclée. Les forces américaines et britanniques se battent à l'ouest, pendant que la féroce armée soviétique progresse depuis l'est. L'homme qui avait conquis plus de 8 millions de kilomètres carrés en Europe est désormais cloîtré dans un bunker souterrain étouffant. Enfoui à 9 mètres sous son quartier général, le Führerbunker a été construit en 1944 à cause des bombardements intensifs des Alliés. Son plafond et ses murs font 3,60 m d'épaisseur et protègent un réseau de 16 pièces exiguës. Tapis sous les égouts de la ville, 4 volets de marche conduisent à ce refuge souterrain. Où Hitler se terre depuis 4 mois. Les couloirs sont ornés de tableaux spoliés. Dans le bureau d'Hitler, une horloge droite est le seul objet qui indique l'heure. Son salon privé est encombré de meubles trop grands, transférés depuis son quartier général en surface. À côté de son lit se trouve une bonbonne d'oxygène, au cas où la ventilation tombe en panne. Hitler disparaît définitivement dans son antre souterrain en avril 1945. Les seules personnes à savoir ce qu'il s'y est passé sont celles qui se sont enfermées avec lui. 6 mois après la fin du conflit, le procès pour crime de guerre de Nuremberg débute.
Des chefs nazis sont jugés pour crimes contre l'humanité, mais Hitler ne figure pas sur la liste. Même si d'après des rumeurs, il serait toujours vivant. Juge au procès et avocat de l'US Navy, le capitaine Michael Musmano décide de rechercher des témoins oculaires des derniers jours d'Hitler. Son objectif, prouver que le Führer est mort. Musmano mène son enquête dans toute l'Allemagne. Pendant 2 ans, il interroge plus d'une centaine de personnes, souvent emprisonnées, internées ou dans la clandestinité. En 1948, Musmano décide de filmer ses conclusions. J'ai rassemblé plusieurs témoins oculaires pour évoquer la disparition d'Hitler. Avec leurs propres mots, ils vont vous raconter ce qui est arrivé au Führer de l'Allemagne. Les témoins rassemblés par Musmano sont les survivants du personnel civil et militaire d'Hitler, qui se trouvaient avec lui dans le Führerbunker. Ils n'ont jamais été interrogés face à une caméra et doivent répéter leurs déclarations en anglais ou recevoir l'aide d'un interprète. Le premier témoin sera Frau Traudl Junge, la secrétaire d'Hitler. Traudl Junge commence à travailler pour Hitler en 1942, alors qu'elle n'a que 22 ans. À l'origine, elle rêvait de devenir danseuse, mais la guerre ne lui en laisse pas l'occasion. Hitler l'a choisie car elle vient de Bavière, sa région préférée en Allemagne. Elle épouse un officier SS de l'état-major d'Hitler, mais il meurt au combat 1 an plus tard. Frau Junge, quelles étaient vos fonctions en tant que secrétaire d'Hitler? Au début, je réceptionnais et je distribuais le courrier personnel adressé au Führer. De nombreuses femmes n'avaient rien de mieux à faire que de lui écrire chaque semaine. Ces missives étaient-elles des lettres d'amour? Oui. Est-ce que ces femmes enthousiastes recevaient des réponses à ces effusions amoureuses? Non, jamais. En avril 1945, plus personne n'écrit de lettres d'amour au Führer. Berlin est en flammes et l'armée soviétique gagne du terrain. Hitler se cache dans son bunker souterrain. Sa secrétaire, Traudl Junge, se trouve à ses côtés. Frau Junge, quel était l'état de santé d'Hitler en avril 1945? Sa santé était très mauvaise. Depuis des années, il prenait des médicaments et recevait des injections. Dans les derniers jours, ses mains tremblaient en permanence. Devant les inconnus, je crois qu'il avait un peu honte de cette affection et qu'il essayait de la cacher. Alors que les soviétiques progressent dans Berlin, Hitler refuse d'accepter la défaite. Il est entouré dans son bunker de plus d'une douzaine de généraux, d'adjudants et d'aides de camp. 2 fois par jour, il convoque une réunion militaire dans une pièce sans aération où lui seul est autorisé à s'asseoir. Le baron von Loringhofen est un des militaires coincés sous terre auprès d'Hitler. Cet aristocrate a le rang de major, mais il n'a jamais adhéré au parti nazi. Il a une femme et un jeune fils et il s'est rendu compte qu'Hitler avait perdu la raison. Baron Loringhofen, de quelle taille était la salle où se tenaient vos réunions? Elle mesurait environ 3 mètres sur 4. Et avec 15 personnes serrées à l'intérieur, l'atmosphère était oppressante. Mais de quoi parliez-vous? La guerre était perdue. Oui, mais personne n'osait évoquer la défaite devant Hitler. Le faire, c'était risquer de perdre la vie. Par ailleurs, ça aurait mis votre famille en danger. Hitler gardait espoir, en laissant entendre qu'il avait des armes secrètes et que les Alliés connaissaient des dissensions. 1,5 million de combattants russes sont désormais dans Berlin. Les soldats allemands sont 3 fois moins nombreux. Eux savent que la guerre est perdue. Mais Hitler a perdu tout sens des réalités depuis des semaines. Son bunker est à portée de tir des soviétiques, mais il croit encore pouvoir reprendre le dessus. Heinz Lorenz est l'attaché de presse du Führer. Il fait partie du premier cercle d'Hitler depuis le début de la guerre et veille souvent le soir aux côtés du Führer pour bavarder autour d'un thé. Monsieur Lorenz, j'aimerais que vous me racontiez les moments les plus frappants que vous avez vécus auprès d'Hitler.
Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première a eu lieu le 12 avril, quand je lui ai appris que Roosevelt, le président des États-Unis, était décédé. Depuis sa résidence secondaire de Warm Springs en Géorgie, la dépouille de Franklin Delano Roosevelt entame son voyage jusqu'à sa dernière demeure. Hitler s'est mis à jubiler et à se féliciter, comme si c'était lui qui avait provoqué cet événement. Il s'est écrié « Ça veut dire que je vais gagner la guerre. La victoire est proche. » 10 jours plus tard, un autre événement a eu lieu, mais cette fois, son humeur était diamétralement opposée. Le rouleau compresseur soviétique avance dans la partie nord de Berlin. La zone n'est plus défendue que par des unités inexpérimentées et désorganisées. Hitler leur ordonne d'attaquer les soviétiques, sans leur cacher que le sort de la capitale allemande est entre leurs mains. Mais les soldats d'Hitler refusent cette mission suicide. Ses armées étaient vaincues sur tous les fronts et Berlin était menacé. Il a donné l'ordre à ses troupes de stopper l'avancée ennemie, mais elles n'ont pas attaqué. Quand il a compris qu'on lui avait désobéi, à lui, Adolf Hitler, et que le désastre était inévitable, il ne l'a pas supporté. Il s'est effondré et il a dit « Tout est perdu, je vais me suicider ». Pendant plus de 10 ans, Hitler a été considéré par ses partisans comme un demi-dieu invincible. Son entourage est donc abasourdi par cette annonce. Traudl Junge, sa secrétaire, parle avec lui peu après. Est-ce que vous l'avez entendu évoquer son suicide? Oui, après le 22 avril. Il en parlait constamment. Il ne laissait planer aucun doute sur sa mort. Il se préparait à prendre du poison et en même temps à se tirer une balle avec son pistolet. Hitler ordonne qu'on vide son coffre-fort et qu'on en brûle le contenu. Il en sort aussi son pistolet Walter PPK. Puis s'assoit avec son arme à la main face à un portrait de Frédéric le Grand, ce roi prussien qui a aussi juré de se donner la mort quand les Russes menaçaient Berlin. Quelle a été votre attitude face à cette intention d'Hitler de se suicider? Je lui ai dit que s'il voulait mourir, le bon endroit c'était sur le champ de bataille, à la tête de son armée. Mais il m'a dit qu'il craignait d'être blessé et capturé, et que les Russes l'humilient. Attendait-il que d'autres personnes se suicident avec lui? Oui, Eva Braun. Eva Braun rencontre Hitler en 1929, alors qu'elle n'a que 17 ans et travaille pour un photographe du parti nazi. Malgré leurs 23 ans d'écart, Eva Braun sera la maîtresse d'Hitler pendant 14 ans. Mais leur relation est cachée au peuple allemand. Hitler ne veut pas décevoir ses admiratrices et il interdit à Eva Braun de lui manifester des signes d'affection en public. Dans le bunker, leur espace privé se limite à quelques petites pièces de béton. Ils font chambre à part. Eva Braun se trouve dans le bunker contre l'avis d'Hitler et refuse d'en partir. Sa famille voit d'un mauvais œil sa liaison avec le Führer. Sa sœur, Ilse Braun, savait que la relation d'Eva et d'Hitler finirait mal. Madame Braun, comment était Hitler quand vous l'avez vu pour la dernière fois? Son visage était gris comme la cendre. Ses mains étaient dans un état constant d'agitation. Et il avait des yeux fatigués. Il était courbé, comme un vieillard. Je me suis dit qu'il n'aurait plus l'énergie de vivre bien longtemps. Tous ceux qui connaissaient les liens entre Eva Braun et Hitler n'ont pas été surpris qu'elle veuille mourir avec lui. Madame Winter, combien de temps avez-vous servi Hitler? Pendant 15 ans. Eva Braun lui rendait visite régulièrement. À un moment, Eva Braun a voulu qu'Hitler l'épouse.
Mais Hitler a dit « Je ne me marierai jamais. Mais nous pouvons rester ensemble. » Elle vivait très mal cette situation. Elle a tenté de se suicider. Elle s'est tiré une balle dans la poitrine, mais la blessure n'était pas grave. Alors qu'Hitler et Eva Braun envisagent de se supprimer, un membre très influent du Reich leur demande d'attendre. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, est le disciple le plus fanatique du Führer. Il dissuade Hitler d'attenter à sa vie, pour l'instant. Il lui suggère plutôt de montrer qu'il ne craint pas d'affronter la mort, pour inciter l'Allemagne à se battre jusqu'au bout. Goebbels va annoncer à la radio que le Führer compte mourir en combattant à la tête de son armée pour défendre Berlin. Puis, le ministre de la propagande amène sa famille dans le bunker. Ses 6 enfants, 5 filles et un garçon, appellent Hitler oncle Adolf. Sa femme Magda est une fanatique du nazisme. Les Goebbels étaient présentés à l'opinion allemande comme la famille modèle du Troisième Reich. Ils donneront donc l'exemple à tous les Allemands en vivant aux côtés du Führer ces dernières heures. Visiblement, les enfants de Goebbels ne possèdent aucun vêtement de rechange. Le ministre de la propagande nazie et sa femme finissent par faire une annonce terrifiante. Goebbels et Madame Goebbels ont déclaré qu'ils ne voulaient pas continuer à vivre après la mort du Führer. Ils ont donc parlé toute la journée de la façon dont ils allaient mourir. Le ministre Goebbels et sa femme ont planifié l'empoisonnement de leurs 6 enfants également. Madame Goebbels déclare qu'elle refuse que ses enfants vivent dans un monde sans national-socialisme. Dans le bunker, l'atmosphère étouffante se charge de ferveur nazie. Les généraux Krebs et Burgdorf annoncent qu'eux aussi mourront aux côtés du Führer. Il a distribué des tubes de poison. À vous aussi? Non, je ne faisais pas partie de son entourage direct. Et je n'avais aucune envie de me maquiller. Que voulez-vous dire par là? Le poison se trouvait dans des tubes ressemblant à du rouge à lèvres. Et ceux à qui on en a distribué les considéraient comme un trésor. Quel type de poison devait être utilisé? Du cyanure de potassium. Il se trouvait dans une petite fiole, glissée dans un étui en cuivre. Comme ceci. Il m'en a donné un aussi. Aviez-vous l'intention de vous suicider également? Je n'avais pas l'intention de mourir sous prétexte qu'Hitler voulait mettre fin à ses jours. Je comptais uniquement utiliser ce poison si les circonstances de guerre m'y obligeaient, ou si j'étais moi-même victime d'une attaque. Dans le bunker, les conversations tournent autour de l'idée de suicide, mais certains rejettent ce choix. Le major Johann Mayer est un adjudant de l'armée d'Hitler. C'est un vétéran du front russe, décoré de la Croix de Fer pour acte de bravoure. Major Johann Mayer, avez-vous reçu une des fioles de poison distribuées par Hitler, selon ce que rapportent d'autres témoins? Non. En tant que soldat, je ne voulais pas mourir en utilisant du poison. Je voulais me battre et si je devais mourir, le faire de façon honorable. Mais Hitler n'autorise personne à quitter le bunker sans sa permission, et la plupart de ses occupants doutent de pouvoir en sortir vivants. 9 mètres au-dessus d'eux, dans les ruines de Berlin, des milliers d'Allemands sont déjà morts. L'armée rouge encercle toute la ville et a fait la jonction avec les troupes américaines à l'ouest. Le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, a accepté de laisser les soviétiques s'emparer de Berlin. Ils veulent prendre Hitler vivant, et alors qu'il se ferait un chemin vers le Führerbunker rue après rue, il qualifie ces instants de plus grande chasse à l'homme de l'histoire. Hitler tente une manœuvre de la dernière chance pour s'en sortir. À 80 km au sud-ouest de Berlin se trouve la 12e armée, commandée par le général Wenck. Elle fait face à l'offensive américaine au niveau de l'Elbe. Hitler donne l'ordre à Wenck et ses 70 000 hommes de faire demi-tour et de lui venir en aide.
Hitler espérait que l'armée de Wenck réussirait à libérer Berlin. Où se trouvait Wenck? Sur l'Elbe. Avec quelques unités, il a réussi à progresser jusqu'à Potsdam. Mais il manquait d'hommes et d'équipements. Les raids aériens russes se rapprochent de la position d'Hitler. Des bombes explosent si près du bunker qu'elles le font trembler. Des poussières de ciment viennent saturer l'air et recouvrir les objets. Les lumières vacillent régulièrement. Chaque jour, Hitler partage un thé et des biscuits avec sa secrétaire. Il exige de savoir quand Wenck va arriver. Mais ce qu'Hitler ignore, c'est que Wenck a désobéi à son ordre de secourir Berlin et qu'il préfère aider les civils à fuir. Malgré tout, chaque jour, Hitler demandait où était Wenck. Mais Hitler n'avait-il pas déjà décidé de mourir? Si, mais au fond, il voulait vivre. Il aimait le pouvoir comme un avare aime l'or. Pendant 5 jours, Hitler s'accroche à l'espoir que son armée vienne délivrer Berlin. Le baron von Loringhofen a pour tâche de transmettre au Führer les derniers renseignements récoltés. Mais le bunker est désormais coupé de tout contact radio avec l'armée allemande. Il n'a d'autre choix que d'utiliser un annuaire téléphonique de Berlin pour appeler ici et là dans la ville. Quand on lui répond en russe, il sait que le secteur est occupé. S'il tombe sur un Allemand, il lui demande d'aller à sa fenêtre et de lui décrire ce qu'il voit. Le 28 avril, les Russes sont à moins de 500 mètres du bunker. Hitler y croit encore, mais il reçoit bientôt une nouvelle qui va tout changer. Heinrich Himmler, le chef de la SS et deuxième homme le plus puissant du Reich, est en train de le trahir. En relative sécurité dans la zone nord, encore occupée par l'Allemagne, il essaie de négocier la paix avec les Américains. L'information est révélée par un bulletin du BBC World Service, désormais unique contact de l'état-major d'Hitler avec le monde extérieur. Baron Loringhofen, à quel moment précis Hitler a-t-il perdu tout espoir? Quand il a su qu'Himmler avait essayé de capituler auprès des forces occidentales, il a explosé et a déclaré que jamais un traître ne deviendrait Führer après lui. Hitler ordonne alors qu'on fusille le représentant d'Himmler, présent dans le bunker, le général Fegelein. Il s'agit du beau-frère d'Eva Braun, marié à sa sœur, qui est enceinte. La maîtresse d'Hitler le supplie de l'épargner, mais il rejette sa demande. Puis, Hitler entreprend de dicter ses dernières volontés et son testament politique à Traudl Junge. Il me l'a dicté dans la soirée du 28 avril. Et je dois avouer que ce testament était très décevant. Je m'attendais à ce qu'il s'efforce de justifier ce qu'il avait fait. Qu'il explique pourquoi l'Allemagne se retrouvait dans cette situation. Qu'il indique au pays une façon de sortir de cette horrible tragédie. Mais il a répété les sempiternels arguments qu'il utilisait depuis toujours dans ses discours. Le testament stipule également qu'Hitler s'apprête à accorder à sa maîtresse ce dont elle rêve depuis toujours. Sans jamais la mentionner par son nom, Hitler déclare qu'en récompense de sa loyauté et de son désir de l'accompagner dans la mort, il accepte enfin d'épouser Eva Braun. Une heure après avoir fait exécuter son beau-frère, Hitler sort de ses quartiers au bras d'Eva Braun. Elle est vêtue d'une robe noire à sequins. Des larmes de joie font briller ses yeux. Hitler porte sa vareuse habituelle. Goebbels fait office de témoin au cours d'une cérémonie préparée dans la hâte. Les mariés se plient aux obligations légales du mariage nazi et déclarent donc qu'ils sont de descendance aryenne pure et exempte de maladies héréditaires. Eva paraphe le certificat de mariage en y inscrivant la lettre B pour Braun. Puis, elle la barre pour apposer le nom d'Hitler. Que s'est-il passé à la fin? Il a épousé Eva Braun et s'est préparé à son suicide. Y a-t-il eu une célébration de mariage? Il y a eu une petite fête où ils ont bu du champagne.
Hitler n'a pas bu de champagne parce qu'il dictait son testament. Hitler retourne dicter son testament, dans lequel il indique que sa femme et lui vont mettre fin à leur jour, plutôt que s'exposer à la honte de la défaite et de la reddition. Leurs corps devront être brûlés. Il enjoint également ses successeurs à poursuivre le combat. Les documents devront être acheminés hors du bunker et à travers les lignes soviétiques, vers les territoires encore sous contrôle allemand. Quand avez-vous vu Adolf Hitler pour la dernière fois? Au matin du 29 avril. Il m'a donné l'ordre d'apporter un exemplaire de son testament au Feldmaréchal Schörner, en insistant sur l'importance de cette mission. Quelle était la tonalité de cette dernière conversation avec Hitler? Nous savions que nous ne nous reverrions jamais. Avez-vous douté du fait qu'il allait mourir? Non, à aucun moment. Après avoir épousé Eva Braun et couché sur papier ses dernières volontés et son testament politique qui encourage ses partisans à poursuivre le combat, il ne reste plus à Hitler qu'à se suicider. Pendant ces dernières heures, la paranoïa du Führer atteint un paroxysme inédit dans l'ambiance étouffante du bunker. Quel était l'état d'esprit d'Hitler à ce moment-là? Il était abattu et il soupçonnait tout le monde. Il craignait même que le poison lui fasse juste perdre connaissance et qu'on le livre vivant aux Alliés. Il a donc décidé de vérifier l'efficacité du poison. Sur qui l'a-t-il vérifié? Sur son meilleur ami, C'est-à-dire? Blondie, Qui était Blondie? son chien. Quel a été le résultat? Le chien est mort. Pris au piège dans le bunker avec lui, l'entourage du Führer sait que son règne va bientôt s'achever. Hitler tournait en rond comme un mort-vivant. Il ne supportait pas de rester seul. Il allait voir les uns et les autres. Avant, il impressionnait tout le monde. Mais plus personne ne le craignait, ni ne l'adulait. Les gens fumaient même dans le bunker. Personne n'avait osé faire ça devant lui pendant les 12 années précédentes. Même Eva Braun, qui n'avait jamais fumé avant, a fumé ce jour-là. Les bombardements s'intensifient sur Berlin. Les conduites d'eau usées du bunker cèdent et les toilettes débordent, propageant dans les pièces et les couloirs des odeurs d'urine. Les généraux se saoulent. Le bunker est devenu une morgue et ses occupants des cadavres ambulants. L'ambiance était très lourde et assez surréaliste. Je n'avais aucune envie de rester là-bas. Si je devais mourir, je préférais mourir sur le champ de bataille, comme un soldat. Comment avez-vous réussi à sortir du bunker? J'ai demandé à mon officier supérieur, le général Krebs, si je pouvais tenter de rejoindre l'armée du général Wenck dehors. Il a obtenu la permission d'Hitler, j'ai fait le salut et je suis parti. Dans quel état se trouvait Hitler quand vous êtes parti? Il avait sur le visage une expression calme et concentrée, comme s'il était totalement coupé du monde extérieur et ne s'intéressait plus du tout au sort de gens comme nous. Tard dans la soirée du 29 avril, un bulletin radio britannique est capté dans le bunker. Il décrit le sort réservé à un allié d'Hitler, le dictateur fasciste italien Mussolini. Milan était dans un état d'excitation extrême car des partisans venaient de tuer Mussolini. Le cadavre du dictateur, de sa compagne et d'autres fascistes était exhibé sur la place, où des Italiens déchaînés les ont frappés et leur ont jeté des ordures. Dernière scène macabre, les cadavres ont été pendus par les pieds près d'une station essence. Voilà un avertissement clair aux derniers fascistes, où qu'ils soient. Hitler a-t-il été au courant de la mort de Mussolini? Oui, il l'a été.
Et je pense que cette nouvelle l'a particulièrement ébranlé. Sa plus grande crainte était que, si jamais il était pris mort ou vif, son cadavre puisse être exhibé et traité de façon dégradante. Aux premières heures du 30 avril, Hitler fait rassembler toutes les personnes présentes dans le Führerbunker. La baronne Irmengard von Faro est une aristocrate allemande venue fuir l'armée rouge dans le bunker. Elle s'est portée volontaire pour y faire le service. Vers 2h30 du matin, on m'a réveillée et on m'a demandé de me présenter aux appartements du Führer. Encore ensommeillée, j'ai traversé le bâtiment souterrain pour rejoindre le couloir du bunker. J'ai vu une figure étrange. Elle ressemblait à un fantôme. J'ai reconnu Hitler. On aurait dit qu'il avait rapetissé. Il nageait dans ses vêtements. Ses yeux fixaient le vide. Ses mains tremblaient comme des feuilles dans une tempête. Hitler remercie son personnel de lui être resté fidèle. Il a serré la main de chacun d'entre nous, comme un vieillard sur le point de mourir. Puis il nous a dit au revoir à tous. Je lui ai fait une remarque idiote sur la nécessité de garder courage, mais je suis sûre qu'il ne m'a pas entendu, ou qu'il ne m'écoutait pas. Puis, en traînant les pieds, il est parti lentement. Les soviétiques ne sont plus qu'à 200 mètres. On informe Hitler que le bunker devrait être forcé d'un moment à l'autre. Il tente de faire une sortie, mais les bombardements sont trop intenses. Une réunion est tenue, mais elle est inutile. Hitler demande à son adjudant Otto Gunsch de se procurer assez d'essence pour incinérer entièrement son cadavre et celui de sa femme. Parlez-nous du 30 avril. Nous avons déjeuné ensemble, Hitler, Eva Braun et moi-même. Nous avons essayé de parler de choses et d'autres, mais nous sentions tous la mort rôder autour de nous. Hitler est végétarien. Son dernier repas avec Eva Braun se compose de spaghettis et d'une salade de choux et de raisins secs. Comment Eva Braun vivait-elle la perspective de mourir? Elle aimait le Führer et elle était prête à mourir avec lui. Mais c'était aussi quelqu'un qui aimait la vie. C'était quelqu'un d'enjoué qui croquait la vie à pleines dents. Après avoir accepté de mourir avec Hitler, elle me faisait penser à une enfant dans le noir. Elle a demandé à Hitler, « Ça va faire mal? Je veux bien mourir héroïquement, mais je ne veux pas souffrir. » Et elle a ri, mais pas d'un rire qui venait du cœur. Que lui a répondu Hitler? Il a donné des détails. Il lui a dit, l'effet immédiat du poison sera de paralyser les tissus respiratoires, puis le cœur. La mort n'interviendra qu'après plusieurs minutes. Mais la douleur s'arrêtera au bout de quelques secondes, au moment où se déclenchera la convulsion des tissus. Eva Braun se change, elle met la robe préférée d'Hitler, noire avec un col bordé de roses blanches. Elle se coiffe, elle se vernit les ongles. Après le repas, je me suis retirée dans l'une des pièces. Vers 14h30, Gunsch, l'adjudant SS d'Hitler, m'a fait venir dans le couloir. Là, j'ai vu Hitler avec Eva Braun à son bras, qui faisait ses derniers adieux. J'ai été la dernière personne à qui il a serré la main. Sa poigne était molle. Il m'a regardé, mais sans vraiment me voir. Il n'avait pas l'air de vraiment nous voir. Hitler et son épouse se retirent dans leurs appartements.
Magda Goebbels, la femme du ministre de la propagande nazie, mère de 6 enfants, se présente à la porte d'Hitler. Cela faisait plusieurs jours qu'elle était restée enfermée dans sa chambre. Elle exige de parler à Hitler. L'adjudant cède et frappe à sa porte. Hitler ouvre et Madame Goebbels lui adresse une supplique désespérée. Elle sait qu'au moment où le Führer mourra, elle devrait mettre à exécution son serment, non seulement de se suicider, mais aussi d'empoisonner ses enfants. Elle implore Hitler de la laisser vivre et s'enfuir. Hitler refuse avec véhémence. Personne ne reverra le Führer vivant. Arthur Axmann, le chef des jeunesses hitlériennes, se présente. Il a rejoint le parti nazi à 15 ans et a fondé le premier groupe des jeunesses hitlériennes pour embrigader des enfants et des adolescents dans le national-socialisme. Il a recruté des milliers de jeunes garçons dès 12 ans pour défendre Berlin. Ils essuieront de lourdes pertes. Axmann vient pour son entrevue quotidienne avec le Führer. Je suis arrivé là-bas vers 3 heures de l'après-midi. Je suis allé à ses appartements, mais la porte était fermée. Gunsche, son adjudant SS, se tenait à l'extérieur. Il m'a fait signe de ne pas faire de bruit. Et je suis retourné dans la salle de réunion où j'ai attendu avec Goebbels. Les bombardements reprennent de façon encore plus intense en surface. Les occupants du bunker attendent que le Führer mette à exécution ce qu'il annonce depuis maintenant 8 jours. J'ai pensé aux enfants Goebbels. J'avais de la compassion pour eux parce que je savais qu'ils étaient aussi condamnés à mourir. Et j'avais peur qu'ils veuillent le voir à ce moment-là. Je savais que d'un moment à l'autre, Hitler allait mettre fin à ses jours. Et ça, c'était le coup de feu qui a tué Adolf Hitler. Goebbels et moi avons accouru jusqu'aux appartements d'Hitler et nous sommes entrés. Nous avons découvert Eva Braun, assise sur le canapé, avec la tête posée sur l'épaule gauche d'Hitler. Elle portait une robe de mousseline noire. Elle était morte, mais son corps ne portait aucune trace de violence. Elle est morte empoisonnée. La mâchoire d'Hitler était légèrement déformée. De toute évidence, il s'était tiré une balle dans la bouche. De chaque côté de ses tempes, j'ai vu des gouttes de sang. Le coup de feu avait rompu les veines de chaque côté de sa tête. Le canapé était taché de sang et son pistolet gisait à ses pieds. Je suis resté près des cadavres pendant une dizaine de minutes. Puis je suis retourné dans la salle de réunion et de là j'ai vu les corps d'Hitler et d'Eva Braun être transportés hors du bunker. L'entourage d'Hitler a encore une tâche sinistre à accomplir. Pendant 12 ans, Adolf Hitler a été le chef de l'Allemagne nazie. Pendant 6 ans, il a semé le chaos et la dévastation, en menant une guerre totale qui a provoqué 55 millions de morts. Hitler vient de mettre fin à ses jours. Le Troisième Reich est terminé. Conformément aux ordres qu'il a laissés, les corps d'Hitler et de sa femme doivent être brûlés. Ces hommes les transportent à l'extérieur. Erich Kempka, chauffeur du Führer depuis 1934, porte Eva Braun.
Monsieur Kempka, veuillez nous raconter les événements du 30 avril. J'ai remis le corps d'Eva Braun à Gunche. Et il l'a déposé à côté du cadavre d'Hitler. Les dépouilles de Braun et d'Hitler sont déposées dans le cratère d'une bombe. 180 litres d'essence ont été rassemblés près de l'entrée du bunker. Puis on a pris les bidons et on a aspergé d'essence les deux cadavres. Hermann Karnau, un des gardes du Führerbunker, assiste à la scène. Hitler était enveloppé dans une couverture, mais elle s'est ouverte. J'ai vu son visage couvert de sang. L'artillerie russe bombardait constamment la chancellerie du Reich. Nous avons dû aller nous abriter dans l'entrée en béton du bunker. Gunche a mis le feu à un chiffon. Et il l'a jeté sur les cadavres. Les deux cadavres brûlaient quand je suis parti. Hermann Karnau est resté 2 heures en faction pour surveiller le bûcher funéraire. Les cadavres brûlaient encore. On voyait bouger leur chair. J'ai touché du pied les restes enflammés qui étaient devant moi et ils se sont désagrégés. Je suis resté là, comme paralysé, et j'ai salué avec le bras levé. Les restes calcinés d'Adolf Hitler et d'Eva Braun sont enterrés dans le cratère. Ici Londres. Ceci est une dépêche urgente. La radio allemande vient d'annoncer qu'Hitler est mort. Je répète, la radio allemande vient d'annoncer qu'Hitler est mort. 24 heures plus tard, les soviétiques entrent dans le bunker déserté et le pillent. Ils y trouvent les restes calcinés de Goebbels et de sa femme. Ils se sont suicidés par arme à feu et leurs cadavres ont été brûlés. Ils découvrent aussi les cadavres de leurs 6 enfants empoisonnés. Les soviétiques exhument les restes d'Adolf Hitler et d'Eva Braun et identifient le Führer grâce à son dossier dentaire. Personne ne sait avec certitude ce que sont devenus ces restes. Ils ne seront jamais montrés aux puissances occidentales. Staline, le dictateur russe, laissera entendre qu'Hitler se serait échappé de Berlin et serait toujours vivant. Cette rumeur marque le début de la méfiance et de la désinformation qui annonce la période de guerre froide. Au moment où le capitaine Musmano termine son enquête, en 1948, cela fait 3 ans qu'on ne trouve plus trace d'Hitler. Il ne demeure aucun doute. Adolf Hitler, le Führer de l'Allemagne, le plus grand criminel au monde, le pire bandit et la plus grande honte de toute l'humanité, est bien mort. Les entretiens filmés par Michael Musmano ne seront jamais montrés au public. Il en envoie une copie à Hollywood. Mais le monde occidental a changé d'état d'esprit. Il veut oublier Hitler et la guerre et se projeter vers un avenir plus radieux. Le document ne sera redécouvert qu'en 2013 dans les archives d'une université américaine. Aujourd'hui, le site du Führerbunker à Berlin
où Hitler est mort et où son cadavre a été brûlé est devenu un parking.